Donc, bonjour à tous. Donc, je suis enseignant, Laurent Joblot, enseignant-chercheur ici à l'ENSAM et à Chalon-sur-Saône pour la partie plus recherche. Et donc je vais vous parler d'une résidence ouverte. Alors moi je pensais que c'était 2022, mais j'ai vu que c'était marqué 2021. Enfin bon, je ne sais plus comment c'est comptabilisé. Et donc le titre était l'enseignement du Lean. Donc l'idée c'était de découvrir un peu les enjeux de l'intelligence artificielle et de la réalité augmentée et pouvoir les intégrer à la pédagogie quelque part pendant les séances d'enseignement du Lean. Voilà. Bon, j'ai repris le titre, on va dire, avec une autre formulation. Donc, pour ceux qui n'étaient pas juste avant à la petite présentation que j'ai faite ou qui ne connaissent pas forcément ce qu'est le Lean, en fait, c'est une méthode d'organisation d'ateliers qui est issue du Japon et des méthodes du Toyota Production System, qui est en vogue dans pratiquement tous les secteurs d'activité et dans énormément d'entreprises où il y a de la production, de l'assemblage, un site de prod au sens large où il y a des flux ou autres. Et donc, via le Lean, on essaye d'optimiser tout ce qui va être réduire au maximum les gaspillages et optimiser ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Quand les gens travaillent, on essaye de faire que ça soit pour le bien du produit, du client, et dans de bonnes conditions, j'ai envie de dire. Donc voilà un petit peu l'idée. Et ça se fait à l'ENSAM, ici, à Aix-en-Provence, à Lille, plusieurs de nos centres sont équipés de ce qu'on appelle des usines-écoles et on essaye d'enseigner le Lean en faisant faire aux étudiants. C'est un peu la spécificité de notre cursus, ou certaines écoles, il n'y a pas que nous qui le faisons. Mais donc on essaye de faire apprendre des choses par l'action, en une succession d'essais, d'erreurs, de remises en cause. Et donc ça permet, d'après un peu les études qui ont été faites, mais ça permet de mieux retenir quand même les informations, les jeunes, les étudiants qui viennent chez nous. Le fait d'avoir manipulé des produits, mis en place des lignes pendant quelques séances, c'est plus parlant et ils ont quand même plus d'informations en tête quand ils partent dans l'industrie par la suite, quoi. Donc c'est ça l'enjeu. Et donc depuis 2012, donc ici à Cluny, on possédait une petite usine-école. On avait déjà expérimenté tout un tas de choses à Lyon, à l'ECAM, à Inexo, qui était une plateforme qu'on a mutualisée avec donc l'ECAM, l'école centrale de Lyon et les mines de Saint-Étienne, plus un cabinet conseil, McKinsey. Et donc, sur cette plateforme, on a fait des formations industrielles et on faisait des formations pour nos étudiants. À Aix-en-Provence, ils ont d'Ineo, et donc depuis 2012, j'ai moi-même une plateforme ici, et on assemble, donc certains l'ont vu juste avant, là, on assemble des produits qui viennent de chez TSL, donc des raquettes à neige, et ça, c'est le support. Au lieu de jouer avec des Lego, nous, on joue avec des raquettes à neige. Voilà un peu ce qu'on peut faire. Donc, c'est des redites pour quelques-uns, mais je vais aller plus vite sur certains aspects, je vous rassure. Donc voilà, les étudiants découvrent des produits et cherchent à optimiser la façon d'assembler ça de manière industrielle en optimisant l'organisation d'un atelier, en essayant de comprendre où sont les problèmes, où sont les nœuds finalement, où sont les arrêts dans la chaîne logistique, qu'est-ce qui dysfonctionne. Autant en créant, en usinant ou en peignant des produits, on simule un certain nombre de choses, plutôt des procédés, et après on a aussi des étapes de transport et on a des étapes de montage. Et donc ça, c'est le terrain de jeu finalement pour nos étudiants. Et donc j'ai lancé la résidence de la pédagogie avec pour mission, idée de découvrir ce que l'intelligence artificielle pouvait amener à des opérateurs et voir comment les infos découvertes à travers des études qu'on voulait mener, nous, ici, voir comment, dans la pédagogie, on pouvait en parler avec les étudiants, voir, d'après nos études, quelles étaient les limites de l'intelligence artificielle quand on essaye d'aider un opérateur sur ligne, si on lui donne trop d'instructions ou si on lui en enlève. D'un point de vue psychologique, est-ce qu'il est mieux dans sa tâche? Est-ce qu'il est motivé, moins motivé? Donc ça, c'était une première étude sur l'impact de la digitalisation finalement sur l'opérateur. Et ça, c'est des messages intéressants pour nos jeunes qui vont aller dans l'industrie derrière, au sens où si on ne met pas des opérateurs dans de bonnes conditions, ils vont avoir envie peut-être de changer de boîte toutes les 5 minutes, ils ne vont pas être forcément bien dans leur mission.
il va y avoir des performances et puis peut-être à la clé aussi des risques psychosociaux ou autres qui peuvent être latents. Donc, on a cherché à comprendre dans quelles conditions mettre les gens pour que ça se passe bien. Donc on a fait une première étude et cette étude avait donc c'était une étude du coup un peu plus scientifique qui a eu lieu à Aix-en-Provence pour démarrer. Et on a créé artificiellement, c'est ce qu'on voit à droite, un poste sur lequel on donnait des instructions à des opérateurs et on donnait aussi des informations sur la qualité du produit qui était en train d'être assemblé. Donc on voulait voir si on donnait des infos ou pas d'infos, ou si on dégradait le système, comment les gens, qui étaient les opérateurs qui étaient joués par les étudiants, comment les gens ressentaient finalement les choses. Bon, je passe. Et dans un deuxième temps, le projet de résidence a surtout permis de déployer un système de réalité augmentée projetée et de tester l'impact de ces genres de technologies sur les opérateurs. Et ce qu'on a découvert à travers des études un peu plus scientifiques, ici à Cluny, avec 100 étudiants qui ont joué le rôle d'opérateurs, maintenant on peut commencer à l'intégrer dans la pédagogie, discuter avec les élèves, les mettre devant le fait accompli en leur faisant tester des solutions qu'on a développées ou qu'eux-mêmes, maintenant, commencent à prendre en main par certains côtés. Donc voilà un petit peu le principe. J'ai combien de temps? Encore 4-5 minutes. Bon. Donc voilà en gros à quoi ressemble le protocole et puis la salle de travail sur lesquelles, sur ces tables-là, du coup, on peut former des gens avec des systèmes de réalité projetée. Et donc là, une petite vidéo qui montre ce qu'un opérateur voit quand il est aidé pendant sa formation ou pendant l'apprentissage de gestes. L'idée, c'était... Je coupais le son. L'idée, c'était d'avoir les instructions directement sur la table. Ok. Ça, c'est la salle qu'on a progressivement pu améliorer ces 2 dernières années grâce au temps et au projet qu'on a pu déployer avec les étudiants. Et bon, juste une petite anecdote. En fait, l'expérience scientifique qu'on a menée, parce que les deux, finalement, la pédago et la recherche sont assez liés sur ce projet-là, l'expérience et puis les outils qu'on a déployés ont été testés par des gens de chez TSL eux-mêmes, les industriels. Là, ici, il y a Monsieur Bibolet, qui est un des responsables de prod. Il est venu, il a testé, il nous a donné ses ressentis, et on va même, dans un projet futur, aller tester des choses chez lui avec ses propres opérateurs. C'était aussi un peu on a cherché à ouvrir un peu les choses. Donc le bilan de ce projet, pour expliquer un peu comment on a fait tous ces éléments que j'ai passés très très vite, on a pu mettre des étudiants sur du développement de la solution de réalité projetée via des systèmes de projecteurs. On a testé, on a fait l'acquisition de petits matériels aussi, de petites souris, de petits claviers pour aider les opérateurs à manipuler, à faire avancer ou pas les étapes de formation. On a eu aussi des étudiants, un étudiant de Chalon-sur-Saône qui était en Master 2, qui a pu chercher à développer l'application que je vous ai montrée rapidement là, sous Unity. On a complété ça avec un ingénieur d'Aim-Valor qui a finalisé, on va dire, le développement. Ensuite, donc, on a pu bénéficier de cette salle et de tout ce dispositif pour mettre en place une expérience qui a permis à 103 étudiants de découvrir ce que c'était aussi qu'une expérimentation scientifique. Pendant 2 heures, ils jouaient le rôle de cobayes. Ils portaient des vestes ExoSkin, qui sont des solutions qui permettent de capter le rythme cardiaque, respiratoire, les mouvements des gens avec des accéléromètres. Et donc, ils ont été pris dans ce système-là pour comprendre un peu mieux ce qu'on pouvait faire quand on va plus loin que le diplôme d'ingénieur et qu'on essaye de faire un doctorat. Et les études scientifiques qu'on a pu mener, les publications scientifiques, on leur a aussi transmis par la suite pour qu'ils voient ce à quoi ils ont participé, finalement, comment ça a été valorisé au niveau scientifique derrière. Ça a permis aussi pas mal d'échanges avec d'autres collègues, d'autres écoles qui pratiquent un peu la même pédago, notamment donc à Aix-en-Provence.
et puis aussi à Montréal, avec qui on a pas mal travaillé. Le dispositif est utilisé aujourd'hui en pédagogie pour former les étudiants avec des solutions de réalité projetée, et les étudiants eux-mêmes, donc c'est ça en gros, peuvent faire des rendus quand ils ont mis en place une ligne et qui veulent standardiser la façon de travailler sur un poste. Au lieu de rendre des fiches papier comme on l'a beaucoup dans les entreprises, maintenant les étudiants peuvent faire des rendus un peu interactifs avec des vidéos, avec éventuellement même, on a les données 3D de ces pièces, donc ils pourraient faire des animations avec Katia. Enfin, on peut imaginer développer des choses de manière assez simple, les rendre et puis les tester pendant les séances qui suivent les rendus. On a eu donc pas mal de publications scientifiques à la clé, et puis on a même convaincu en réalité des industriels quand ils viennent visiter la salle. Maintenant qu'elle est pas mal opérationnelle, les industriels se rendent compte que des solutions telles qu'on les a ici, assez simples, sont assez intéressantes et seraient peut-être la solution chez eux. Et donc ils sont en train de lancer des projets pour tester ça, quoi. Voilà, et puis ça a été finalement une sorte de tremplin vers un peu plus. Ça a donné envie à pas mal de collègues en voyant ce qu'on pouvait faire dans la salle de TP Lean. Et donc on a essayé de monter un projet au niveau de rythme, un projet d'envergure, donc on a obtenu. Et donc l'idée, ça va être d'agrandir la salle d'expérimentation et puis d'aller un peu plus loin dans plein de directions plutôt pluridisciplinaires. Et donc on va développer un espace de 200 mètres carrés avec 3 zones bien distinctes. Une zone où on pourra faire peut-être des formations à terme sur le Lean et tout ce que le digital peut apporter justement aux connaissances actuelles, avec les différentes expériences qu'on aura menées et qu'on a déjà menées. Après, il y aura une grande salle que j'ai appelé le Lab Lean 5.0, où on va expérimenter plein de nouvelles choses dans les 3 prochaines années, donc faire un peu de robotique. On imagine travailler un peu plus sur l'ergonomie au poste, comprendre un peu mieux comment les gens se comportent, s'ils sont bien installés, mal installés quand ils doivent travailler, etc. On pourra faire plein de choses là-dessus. On pourra travailler sur la gestion des risques, on pourra travailler sur l'intelligence artificielle, mieux cerner les enjeux et développer plus de choses avec les étudiants. Donc ça, c'est un peu les suites qu'on va donner. Et puis la troisième brique, c'est l'utilisation d'une sorte de salle qui permettrait de faire des observations de ce qui se passe dans l'atelier qui sera juste à côté. Donc ça sera à la fois un espace où n'importe qui pourra venir faire des vidéos, des MOOC, créer du contenu vidéo pour ses cours, ou un étudiant qui veut soutenir quelque chose avec une vidéo, il pourra venir le faire dans cette salle. Et en plus, on aura a priori un système de vitres sans teint qui permettra de voir ce qui se passe dans l'atelier. On pourra faire plein d'observations, d'analyses sur l'ergonomie, sur les flux, sur tout ce qu'on veut, mais en étant un peu plus avec du recul. Et donc ça, c'est des choses qui se font dans certaines universités. On n'était pas équipés, donc on va chercher à travailler là-dessus. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci Laurent. Donc un exemple de résidence, et à la question s'il n'y avait pas eu de la résidence pédagogique, est-ce que le projet, où en serions-nous sur ce volet-là? Donc, pourquoi ce projet? Parce que grâce à des études internes à BSB, on a repéré qu'il y avait quelques difficultés de la part de nos nouveaux enseignants pour se sentir à l'aise dans le fait d'animer animer et scénariser également leurs premiers cours. Donc, comme tout établissement d'enseignement supérieur, on a comme enjeu de renforcer l'excellence pédagogique pour renforcer également la réussite étudiante. On s'est dit qu'une formation qui pourrait justement leur apporter des bases en pédagogie pourrait être une bonne chose. Et pourquoi une formation en ligne? Alors pas que, puisque c'est vraiment le départ, mais comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment
tout un dispositif d'accompagnement qui gravite autour de ce dispositif en ligne. Mais on a choisi de le faire en ligne parce qu'on n'a pas des arrivées, c'est-à-dire qu'on n'a pas 5 profs qui arrivent chaque année, on a des arrivées un peu au compte-gouttes. On a des profils très hétérogènes avec voilà, certaines bases en pédagogie, certains pas du tout. Donc on s'est dit que ce dispositif-là pourrait nous permettre de nous adapter aux divers profils des nouveaux enseignants. Et pourquoi la résidence dans le cadre de ce projet? Ça s'est fait grâce à Rythme, parce que moi, je n'avais pas du tout connaissance de ce dispositif de résidence. Et donc, on s'est dit que ce serait très intéressant d'aller regarder ce qui se fait ailleurs en termes d'intégration des nouveaux enseignants et de formation à la pédagogie. Et donc, j'ai jeté mon dévolu sur l'Université de Lille, leur DU pédagogie universitaire, qui a la particularité d'être conçu et de former à concevoir des enseignements grâce à l'approche par compétences. Donc l'approche par compétences, pareil, j'en avais entendu parler en long, en large, en travers, mais sans vraiment comprendre ce que c'était. Donc ça m'a vraiment, pour moi, ça avait un double intérêt, cette résidence, c'était de regarder quelles compétences il y avait dans ce DU et comment il était construit, comment il était déployé. Dans le but, bien sûr, de s'en inspirer pour le projet MFNE. Alors, là, c'est le mien. Non, c'est bon, merci. Donc, les grandes étapes du projet, donc moi, j'en suis vraiment au tout début, c'est-à-dire la résidence et le compte-rendu. Donc, je suis revenue de résidence, c'était peut-être il y a 1 ou 2 semaines, à la DAPI, donc Direction d'appui à la pédagogie et à l'innovation de l'Université de Lille. Et l'objectif, ça va être ensuite, une fois que le compte-rendu sera fait, de créer, de scénariser et de concevoir la formation en ligne et également le dispositif de tutorat qui gravite autour. Et ce qu'on a prévu, en fait, c'est qu'à la rentrée, on va faire tester le prototype de la formation, alors pas forcément à des nouveaux enseignants, s'il y en a, c'est bien, mais on va aussi les faire tester à nos profs qui sont là depuis quelques années déjà, qui pourront nous dire est-ce que pour eux, ce dispositif leur paraît pertinent par rapport à ce qu'eux, ils ont vécu quand ils ont débuté en fait, leur carrière d'enseignant. Et puis ensuite, on va ajuster la formation pour pouvoir la déployer ensuite. Alors, en ce qui concerne quelques challenges et réussites, donc là, je me concentre sur la résidence. Des challenges, ça a été, venant d'une école de commerce, c'était de partager le vocabulaire de l'université. Mais comme j'ai la chance de faire partie du réseau des accompagnants pédagogiques, j'ai pu déjà me familiariser un petit peu avec la SAE ou ce genre d'éléments. Donc, j'ai pas été non plus trop perdue, mais c'était vraiment intéressant de rencontrer un peu un autre vocabulaire et puis de pouvoir partager à ce sujet. Et puis, un autre challenge, ça a été, comme je vous le disais juste avant, de venir pour explorer en fait ce DU, mais également comme vraiment la PC était au cœur de ce dispositif, d'explorer également la PC et de comprendre, puisqu'il y a plusieurs approches par compétences. Donc là, en l'occurrence, c'était celle de Tardif. Donc ça, c'était un challenge, mais en même temps très enrichissant. Et puis, quelques réussites. Alors, j'ai été très bien intégrée à la DAPI. On a pu vraiment faire un partage d'éléments. Donc, moi, je travaille pas mal sur apprendre à apprendre. Donc, j'ai pu partager ce qu'on faisait. Eux, ils m'ont partagé aussi pas que le DU, mais comment ils formaient leurs enseignants, etc. Donc, c'était très intéressant. Et puis, de pouvoir réfléchir, voir d'autres pratiques et puis nous en inspirer par la suite. Au niveau des perspectives, donc, ça a été très, très fructueux. Donc, d'une part par l'APC, parce que là je parle en mon nom, mais j'ai envie de creuser l'APC, parce que je trouve très intéressante cette approche. Donc je me suis dit, finalement, pourquoi pas réfléchir à vraiment concevoir ce dispositif MFNE avec l'APC. Il faut encore que je réfléchisse là-dessus.
Mais en tout cas, ça aura eu l'intérêt de me faire réfléchir vraiment là-dessus. Et puis, en fait, on a bien accroché justement avec la directrice de l'ADAPI et avec l'équipe. Et donc, on envisage de continuer à collaborer. Donc, super résidence, du coup. Et puis, pour terminer, par rapport à l'apport de rythme BFC, comme je disais, j'avais pas du tout connaissance du dispositif, donc ça a été vraiment une opportunité de partager parce que souvent, puis en plus moi je suis toute seule, enfin je suis seule ingénieure pédagogique à BSB, donc je peux pas vraiment confronter les points de vue. Donc là, ça m'a vraiment permis d'aller voir ce qui se passe ailleurs, comment il fonctionne. Puisque notre mission ce que j'ai pas précisé, oui, c'est que je fais partie d'un Learning Lab. Notre mission de Learning Lab, c'est d'appuyer la pédagogie, accompagner les projets d'innovation pédagogique et former à la pédagogie. Donc, de voir comment c'était mis en place à l'Université de Lille, pouvoir explorer de nouvelles pratiques, s'en inspirer, créer du réseau également, et puis initier des collaborations. Et puis, bien sûr, ça nous a permis forcément de financer une partie du déplacement et donc du projet. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Mmh. Oui. Est-ce que tout le monde a entendu la question? Ou est-ce qu'on la reformule en haut? C'est bon, okay. C'est bon. Très excellente question. Alors, donc la question, c'est pas que sur l'APC, c'est de manière générale le rôle, enfin la posture de l'ingénieur pédagogique. C'est une excellente question puisque donc moi j'ai repris mes études il y a 4 ans, quelque chose comme ça, et donc en plus je suis entrée à BSB, j'étais en alternance. Donc j'arrivais en disant bonjour, je suis là pour vous aider. Donc forcément il y a des enseignants qu'on dit elle ne veut pas m'apprendre mon métier, quoi. Ce que je peux comprendre, je peux très bien comprendre. Donc l'objectif, ça a été petit à petit déjà de se faire connaître, de montrer ce qu'on fait au Learning Lab. Je suis pas toute seule, je suis seule ingénieure, mais je travaille bien sûr en équipe avec mes collègues qui ont d'autres, où on complète nos compétences en fait. Donc l'objectif, ça a été petit à petit de tisser un lien de confiance. Et puis, dès qu'on en attrape un, entre guillemets, qui nous dit « je suis intéressé », puis c'est ce que je disais un petit peu à mes collègues, c'est qu'on essaye un peu de faire le cheval de Troie, c'est-à-dire que souvent, il y a une entrée outil. Ils vont arriver en disant « oui, je voudrais utiliser WooClap, etc. » Comment on fait? Et puis, du coup, on essaye d'intervenir avec mon collègue qui est plutôt sur l'appui technique, on va dire, d'intervenir tous les deux pour avoir aussi cette approche pédagogique sans vraiment le dire. Il faut vraiment avoir une approche de tiens, est-ce que tu pourrais essayer comme ceci ou comme cela ou voilà, ce genre de posture. C'est sûr que j'arrive pas en disant bon, les formations point 2, point 3, il faut faire comme ça et c'est comme ça, quoi. Donc et puis ça a fonctionné d'année en année puisque au fur et à mesure voilà, puisqu'on parle, enfin on présente nos actions aussi dans les réunions académiques qui réunissent donc les directions, mais aussi les enseignants. Voilà, ils comprennent qu'on est là pour eux en fait. Donc ça a été vraiment un lien à tisser. Et puis en plus, c'est vrai que le Learning Lab s'est créé en même temps que mon arrivée pratiquement. Du coup, ils connaissaient pas ce dispositif, quoi. C'était tout nouveau pour eux aussi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Okay. Merci en tout cas pour cette très bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Okay. Merci en tout cas. Merci Coralie. Et donc nous allons passer à la présentation suivante de Will Noonan, qui est maître de conférence à l'UFR Langue et Communication à l'Université de Bourgogne et qui va nous parler de la résidence de la pédagogie innovante en langue et communication
dont la porteuse initiale est Christelle Soré-Chaussinan. Voilà. Voilà. Merci beaucoup et merci à l'équipe d'organisation de ce colloque. Je suis debout parce que j'ai eu la mauvaise idée de mettre plein d'animations, donc il faut que je les passe. Donc, je suis effectivement enseignant-chercheur à l'UFR Langue et Communication. Donc, je fais partie des 4 porteuses. Je m'inclus dans ce féminin générique de ce projet piloté par notre doyenne Christelle Soré-Chaussinan. Donc, c'est une résidence compétences et peut-être un peu sans surprise. Donc, pourquoi une résidence compétences? Accompagner la mise en place des maquettes. Dans notre cas, c'est des licences ELOA, langue étrangère appliquée, et LSER, donc langue, littérature, civilisation étrangère régionale, avec le calendrier, que si vous êtes dans la région, dans la même vague HRS que nous, vous connaissez le calendrier. Donc ça, c'est un peu l'amont, si vous voulez. Donc il y avait cette question surtout d'approche par compétence. Donc c'était l'institution qui a souhaité cette mise en place. Mais aussi, en parallèle de ça, et on espère de manière pas incompatible avec ça, une sorte de volonté de dépoussiérer nos pratiques pédagogiques, décloisonner ces 2 filières, sortir la vieille caricature des littéraires contre des cercles publics et privés, etc., modulariser, améliorer aussi l'adossement scientifique de nos cours, y compris au niveau licence, expérimenter de nouvelles modalités de collaboration entre collègues. Donc, on reste assez siloisé, peut-être comme vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça? Et donc, voici juste une sorte de descriptif. Je ne vais pas le lire. Donc, c'est Christelle qui a mis des mots de type hackathon, design thinking, etc. Donc, il y a une sorte de volonté de faire autrement. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure aussi, de sortir de notre cadre habituel, donc d'aller dans des lieux un peu différents, se retrouver pour parler de ça de manière plus ou moins structurée. L'organisation du projet, donc ça a été chapeauté par Christelle, accompagnée par Élise Bossé. Désolé pour la faute d'autographe, je l'ai corrigé mais tardivement. Mais aussi avec 2 prestataires extérieurs, donc Stéphanie et Sophie, donc de cabinet qui s'occupaient de psychologie positive, d'animation, etc. Et on a travaillé en 2 sous-groupes essentiellement. Donc, un sous-groupe dont je me suis occupé avec mon collègue Estera pour la licence ELOA, un autre sous-groupe pour la licence LSER. Donc, l'idée de base était de travailler de manière d'avoir une sorte de visibilité sur ce qui se faisait dans les 2 côtés. On verra ça plus tard comment ça marchait. Il y avait une dizaine de rencontres assez structurées. Donc, l'idée, c'était qu'on a dû bloquer des dates bien à l'avance, trouver des lieux, définir une thématique pour chaque séance. Ça a bougé un peu en cours de route, mais l'idée, c'était vraiment de bloquer du temps pour travailler sur ce chantier de manière collaborative. En termes de, je n'ai pas parlé budget, mais en termes de budget, ça rejoint ce que disait Laurent Strick tout à l'heure. En termes de budget, il y a eu 3, je pense, projets distincts parce qu'il y avait un plafond, donc ça a été scindé en 3 éléments. Donc, puisque c'est au niveau d'une UFR, ce sera plus un problème pour l'avenir. Mais donc un budget assez important qui était dédié en partie aux heures qui dédommageaient le temps de travail des collègues qui participaient, mais aussi les prestataires extérieurs, avec un petit peu pour les missions. Donc quelques retours. Donc ça, j'ai pioché quelques slides dans ce qui était présenté. Donc un travail autour des maquettes de licence de master. Donc qu'est-ce qu'on essaie de faire? Des séances sur la formation approche par compétence. On a eu pas mal de séances pratiques avec une mode d'emploi de données à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut supprimer, qu'est-ce qu'on veut changer. Ce qui a donné lieu à des choses comme ça. Donc, l'étudiant, et peut-être même l'étudiante, sera capable de. Donc, ça a été pas mal de travail en cours de route. Et donc, à force de travail sur des schémas comme ça, on a pu à la fois construire des maquettes et aussi des éléments plus descriptifs. Donc, c'est ces fameux verbes d'action et compagnie. Et ça, c'est juste une photo un peu des sciences. Ça, c'est l'une des sciences qui passait à la Maison des sciences de l'homme de Dijon. Il y en a eu d'autres dans les locaux qu'on a pu trouver en cours de route. Donc, les réussites. D'abord, on est content d'avoir une nouvelle formation à peu près prête pour la rentrée prochaine. Donc, dans ce sens-là, c'était une réussite, heureusement.
On a réussi, je pense, à pas mal renforcer l'adossement scientifique, ce que nous faisions le DASH. C'est une chose que la HRS nous a demandé de faire à très, très juste titre. Et on a trouvé que ça valorise le travail de recherche des collègues, tout en infantilisant un peu moins nos étudiantes et étudiants. Pour moi, australien, c'est l'un des très grands défauts du système français. Ce que je vois en premier cycle autour de moi, je suis désolé, je l'ai fait au collège en Australie. Donc il y a un très grand écart en termes de pensée critique et tout ça. On y travaille. On a réussi à définir des macro-compétences et dans certains cas des micro-compétences qui viennent structurer les deux formations. Donc on a par exemple, on en reste aux UE pour des raisons que je vais expliquer, mais on a au moins des UE qui sont structurés en fonction de macro-compétences. Donc un passage à une approche par compétences complète pourrait se faire à l'avenir sans devoir tout détricoter. Quelques pratiques nouvelles, donc on a pu, là je parle notamment du côté LOA que je connais de mieux, donc on a pu faire des choses comme multiplier les options, donc donner plus de choix, formaliser un supplément au diplôme, donc de pouvoir donner à personne vraiment impliquée la possibilité de cumuler des options, donc de garder la meilleure note pour le diplôme et avoir les autres dans un supplément au diplôme, de faire des choses comme ça. Valoriser les crédits venant de l'Alliance Fordham, donc c'est une alliance de 9 universités dans laquelle se trouve l'UB, mais aussi des crédits venant d'ailleurs. Théoriquement, si on a une étudiante qui veut aller suivre un vrai cours d'économie pour économistes au lieu d'aller suivre notre cours d'économie pour les nuls, ce sera possible à l'avenir. Donc on a mis en place un système pour le valoriser. Et on a aussi pu refondre certains cours qui vont, je pense, dans le sens de ce qu'on avait tenté dès le départ. L'exemple que vous voyez à l'écran, c'est quelque chose qui a été développé par une collègue qui ne faisait pas partie du groupe de travail, mais ça se situe peut-être dans l'essaimage de ce qu'on a essayé de faire, vraiment de repenser au lieu d'avoir une UE avec 3 cours qui ne se communiquaient pas, dire non, on a ce gros bloc d'heures, qu'est-ce qu'on va faire, quels sont les objectifs par semestre, quel est le niveau de langue souhaité en fin de chaque année. N'oublions pas que le CSRL est aussi une approche par compétence qui a presque 50 ans, donc ça, que nous pratiquons. Donc, donc on a pu mettre une chose, on va les tester, mais on est assez contents. Un coup de pouce pour le travail collaboratif, donc ça c'était intéressant au moins dans certains cas, mais aussi peut-être surtout le temps de travailler. On n'a pas été d'accord sur tout, mais le point commun dans tous les retours qu'on a pu avoir, c'était pouvoir se donner le temps et pouvoir avoir une certaine récompense pour ce temps de travail, c'était très, très précieux et peut-être plus précieux que tout le reste. En termes de difficultés, donc il y en a eu aussi. Le travail en équipe sur plus d'une année avec des groupes de cette taille n'a pas toujours été simple. J'ai entendu le mot crispation tout à l'heure et effectivement, ça n'a été pas simple de motiver tout le monde sur la durée. Il y a eu, comme il y a toujours, des résistances au changement, parfois des résistances au travail collaboratif. Pourquoi je dois changer de pratique? Et on doit l'entendre. Il y a eu un certain nombre de crispations, et ça rejoint la question qui était posée, liée à la présence des prestataires animatrices extérieures, absolument pas spécialistes de ce qu'on faisait. Donc je pense que si on refaisait ça, il faudrait qu'on repense le rôle d'animation extérieure et peut-être aussi qu'on réfléchisse à comment cadrer les rapports, par exemple, avec les CIPE pour vraiment favoriser la communication dans les deux sens. L'approche par compétence a été un point assez sensible et je dois dire le reste. J'insiste beaucoup sur le pluriel, ici à titre personnel. Donc, on peut parler d'une approche par compétence de Tardif, mais il y en existe d'autres. On a été face à un positionnement qui ne nous a semblé pas toujours très clair. On a eu l'impression au début qu'on nous imposait une APC et peut-être cette APC en particulier, et on a eu l'impression à la fin d'être empêché de la mettre en place. C'était certainement pas l'intention, mais c'était un peu le vécu. Pour l'instant, on en reste aux UE et aux notes chiffrées, donc apparemment c'est une question d'outils. On a eu pas mal débattu autour de quel type d'approche par compétence. En parallèle, j'ai travaillé sur nos maquettes de master mention traduction interprétation. On est labellisé IMT Master européen en traduction, où là aussi il y a encore un autre type d'approche par compétence
qui a été élaboré en consultation avec des formations, mais aussi avec des industriels du secteur, où on ne trouve pas du tout de verre d'action, c'est assez différent. Là, le contexte est différent aussi, donc ça a été intéressant de comparer. Donc ça a été, c'est resté un peu un point à résoudre pour l'avenir. Si le jour on devait mettre en place une approche par compétence complète, laquelle et comment. Il y a eu d'autres questions institutionnelles un peu compliquées à résoudre. C'est le temps qui nous a pris, l'engagement étudiant, un truc qui a l'air de rien, mais qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Le manque de temps, et donc on était très content d'avoir une petite récompense pour ce temps. Mais le problème, c'est on n'est pas, je pense que tout le monde a le même problème, le temps n'est pas toujours extensible à l'infini. Ma collègue Estera et moi-même portons également des mentions de master, en plus des mentions de licence. Donc c'était intéressant de pouvoir avoir ces points de comparaison, mais ça a été très, très chronophage. Donc toujours les mêmes qui font tout. Si vous avez des solutions, j'en suis preneur. On a eu aussi quelques soucis administratifs liés à une sombre histoire de divorce de communes. Donc le projet, malheureusement, a été officiellement suspendu pendant des mois. Je remercie beaucoup l'équipe RIT, 7 mois, l'équipe RIT d'avoir vraiment tenu le coup dans des conditions très, très difficiles pour vous. Donc je pense qu'on peut et doit vous saluer pour ça. Ça a été... Heureusement que tout a fini par entrer dans l'ordre. Donc, pour faire un bilan rapide, donc vous pensez ce que vous voulez des mythes urbains sur Mao Zedong et la Révolution française, mais on peut peut-être dire qu'il y a encore trop pour savoir, pour vraiment faire un bilan. Qu'est-ce que c'est aura apporté nos futures étudiantes? On ne le sait pas encore, parce que c'est trop tôt, on met ça en place à l'entrée prochaine. On est quand même assez fiers de ce qui est en cours de mise en place. On sait bien qu'il y aura des plâtres à essuyer, mais on ne sait pas encore lesquels, donc on va voir. Ce travail des maquettes aurait été fait nécessairement avec ou sans résidence pédagogique. Donc j'ai participé aussi à ce travail en amont de la rentrée 2017, où on n'a pas eu les mêmes réformes, on n'a pas eu ça non plus. Pas dans les mêmes conditions. Donc c'est pour ça aussi on peut être reconnaissante. Tout n'a pas été simple, il reste des différences de point de vue que j'ai un peu exposées, je pense, mais ça illustre aussi, à mon sens, la valeur de la résidence. On est aussi là pour expérimenter, dont on espère les meilleures conditions possibles. Donc je vous laisse un peu sur cette pensée-là, et je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions pour cette présentation complète et qui illustre une résidence collective grande envergure? Est-ce que vous connaissez Karuta? Est-ce que vous connaissez Karuta? Non, ça sera tout à l'heure. C'est l'outil dont vous parlez. On va découvrir. Voilà. Tout à fait. Oui, on va peut-être garder les questions pour la fin. Ouais. Oui, pour Et effectivement, par contre, j'en profite pour souligner que là, vous avez vraiment un panel de résidences, que ce soit selon les disciplines, que ce soit individuel ou collectif, à une échelle ou à une autre. Ça vous montre aussi quelles sont les variétés de projets possibles. Merci beaucoup. Nous allons accueillir désormais Marion Soichot et Marielle Giboulot, ingénieure pédagogique à AgroSup, pour la résidence Idéagro, introduire l'idéation dans le cursus ingénieur de l'Institut Agro-Dijon. À noter que sur le programme, il y a une erreur, parce que ce n'est pas le bon titre de projet qui est indiqué. Donc nous, on remplace Marion Barthes, notre collègue, qui a porté cette résidence de la pédagogie et qui n'est pas là aujourd'hui. On a participé au projet, mais pas dans son intégralité, donc on va essayer de faire au mieux pour
pour vous rapporter comment ça s'est passé. Mais voilà, merci d'avance s'il y a des manquements, s'il y a des erreurs. Du coup, on vous a mis les coordonnées de Marion. Ouais, voilà. Alors, on s'appelle toutes Marion, quasiment. Marielle essaie de changer son prénom. Mais en gros, on vous a mis l'adresse mail. Marion se tient à votre disposition. Et on a précisé également aussi qu'on travaillait toutes au sein d'une cellule. Je ne sais pas si tu l'as pas dit, Marielle, c'est ça ? Pas encore. Ouais. Ah, vas-y, pardon, je ne voulais pas te spoiler. Vas-y. Donc, on est, par contre, toutes les trois ingénieurs technico-pédagogiques à la CDFAB, donc la cellule de développement des formations et d'accompagnement pédagogique de l'Institut Agro Dijon, qui est une école d'ingénieurs dans l'agronomie et l'agroalimentaire. C'est tout bon. Ouais. Alors, on va partir sur juste quelques petites définitions. On s'excuse par... merci beaucoup. On s'excuse par avance parce qu'on ne vous a pas mis la ressource. Donc, c'est les définitions qu'on a reprises de Marion Barthes, justement porteuse du projet, dans le cadre de la soumission du projet au réseau Rythme. Comme on l'a dit, je crois, c'était mardi après-midi, en introduction dans vous savez, la table ronde sur l'innovation dans l'enseignement supérieur. Je crois que, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais on avait dit qu'il y avait énormément de définitions sur l'innovation, peut-être 100, 200, 300 définitions. On peut dire qu'en fait, je pense que cette règle est vraie aussi pour tout ce qui est la définition de l'idéation et de la créativité. Marion Barthes, elle s'est appuyée sur les définitions suivantes pour préciser son contexte, en disant que l'innovation est le processus consistant à apporter des produits, des services ou des solutions nouveaux à des usagers qui ont un impact positif et une valeur significative. Au cours de ce processus, en fait, il va y avoir une phase d'idéation qui va s'opérer et qui est en fait un processus dynamique et collaboratif, c'est deux termes très importants, de génération et d'affinage d'idées innovantes. Et ensuite, en fait, c'est la créativité qui va désigner la capacité de chacun ou d'un groupe à imaginer et proposer des idées nouvelles dans le but de répondre à une problématique initiale contextualisée. Donc, à côté de ces définitions, pour planter un peu le contexte, eh bien le constat de départ et le contexte justement montre qu'à l'Institut Agro, il y a des techniques utilisées dans l'agronomie et l'agroalimentaire. Parmi les techniques utilisées dans l'agronomie et l'agroalimentaire, l'idéation, c'est un acquis d'apprentissage attendu pour les étudiants, justement, les apprenants qui sortent de l'Institut Agro Dijon, puisque c'est un acquis d'apprentissage qui figure dans le bloc de compétences qui s'intitule « Concevoir et piloter un projet ». Donc, ça fait partie des blocs de compétences qu'on appelle les blocs de compétences. Il y a 6 blocs de compétences qui ont été définis fournis, communiqués à la CTI, la commission des titres d'ingénieur, dans le cadre de la mise à jour des fiches RNCP en 2023 à l'Institut Agro Dijon. Donc, on ne partait pas finalement de rien dans ce contexte, puisque depuis 2019, il y a ce qu'on appelle des ateliers du faire de l'AgroLab, qui ont été... L'AgroLab, c'est quelque chose que Marion a mis en place donc depuis 2019. Et autour de cet AgroLab, il y a un certain nombre de choses qui existent, notamment l'émergence d'une fabrique des idées. Cette fabrique des idées, elle fait intervenir un mobilier. On va voir juste après, dans la diapo après, pour qu'on vous montre un peu les espaces qui sont dédiés. Il y a également du matériel et des ressources humaines, bien sûr, avec la participation active des ingénieurs technico-pédagogiques de l'IAD. Il y a également ce qui est fait actuellement, il y a 2 choses importantes, c'est la rénovation du cursus qui, je pense, occupe un grand nombre d'institutions, d'établissements dans l'enseignement supérieur et qui donc occupe beaucoup l'Institut Agro Dijon actuellement. Cette rénovation du cursus, elle a pour objectif, entre autres, de libérer du temps aux étudiants pour développer des compétences complémentaires au cursus. Alors, l'idéation, les étudiants actuellement sont initiés à l'idéation, notamment dans certains enseignements, mais c'est quelque chose qui est très sporadique et pas du tout formalisé, institutionnalisé. Et malgré cette initiation, il reste un manque de formation
de l'équipe pédagogique, on va dire au sens large, hein, c'est-à-dire les enseignants et puis les encadrants à côté comme les ingénieurs pédagogiques justement. Donc ce manque de formation, il est constaté et il ne peut pas permettre une acculturation optimale et durable justement de l'idéation dans le cursus. Donc c'est vraiment ce besoin qui a été identifié. Donc, on vous a montré juste dans la diapositive après pour qu'on vous montre en fait ce qu'on entendait pour avoir une petite idée des espaces, des équipements utilisés. Alors, vous allez voir notamment dans la petite image de droite ce que Branca nous a aussi présenté dans son Upper Lab. Tu me contredis si je dis des bêtises, mais avec, vous voyez ces sièges modulables. Et il y a du mobilier modulable avec des tableaux gigantesques qui permettent justement de faire la créativité un peu dans des grandes pièces justement qui permettent on va dire de structurer l'environnement selon le besoin, les thématiques, selon les besoins, les thématiques, et puis ce qu'on demande aussi aux apprenants pour qu'ils puissent se mouvoir dans l'espace et associer, on va dire, le processus de créativité ou de réflexion, en tout cas, avec le mouvement aussi. Donc vous avez quelques petites idées, représentations de ce que vous pourrez retrouver à l'Institut Agro-Dijon. Et c'est aussi quelque chose où Marion Barthes fait, pour ceux qui le souhaitent, des visites, d'ailleurs pour présenter ce type d'équipement, pour que vous puissiez vous faire une représentation un peu plus concrète. Merci. Donc, suite à ce constat en fait de manque de formation, à la fois donc des enseignants, mais aussi des accompagnants des enseignants, une résidence pédagogique a en fait trouvé tout son sens pour justement donner un peu plus de corps à ce projet et on s'est fixé, et Marion Barthes s'est fixé 2 objectifs pour réaliser cette résidence. C'est tout d'abord former les encadrants à l'idéation et plus particulièrement après de pouvoir construire des séquences pédagogiques, donc vraiment concrètement, et un accompagnement des étudiants à l'idéation durant tout le cursus, donc les 3 ans d'école d'ingénieur. Et donc les grandes étapes de cette résidence qui a commencé en janvier 2024 avec la formation des encadrants à l'idéation par 2 journées par une intervenante extérieure. Ensuite, une demi-journée consacrée à la construction de séquences pédagogiques pour des modules optionnels, pour la création de modules optionnels sur l'idéation, pour les 3 années du cursus d'ingénieur. Puis une demi-journée à nouveau sur la construction, cette fois, d'éléments d'accompagnement pour la mise en place de ces séances d'idéation par les enseignants. Et enfin, une demi-journée pour la rédaction d'une feuille de route à destination de la direction avec une restitution finale du projet. Les difficultés qui ont été rencontrées, elles ont été dites, c'est aussi une disponibilité des participants, des enseignants. À l'IAD, on a une centaine d'enseignants-chercheurs. Cette résidence de la pédagogie a regroupé 13 participants. Voilà, ça c'est une des difficultés remontées principales. Et puis, concernant les réussites, cette résidence a permis de créer une communauté d'enseignants et d'ingénieurs porteurs et une pérennisation par les pairs via des cours ouverts, des témoignages, des co-animations de séances d'idéation. Et donc, le bilan de cette résidence, donc, comme je viens de le dire, 13 enseignants qui ont été impliqués dans la résidence, 13 enseignants de départements d'enseignement différents, il y en a 4 à l'Institut Agro-Dijon, un partage des ressources d'idéation avec des techniques nouvelles, comme notamment on a utilisé la technique Scamper, des ouvrages qui ont été commandés, du matériel assez divers, des post-it magnétiques, des Lego, ce genre de matériel qui favorise la créativité. Le développement de compétences par les enseignants pour accompagner le développement de compétences pour les étudiants. Et puis tous ces livrables qui ont en fait été co-construits par cet ensemble d'enseignants et d'ingénieurs pédagogiques. Donc, en ce qui concerne on va dire les conséquences
les perspectives de cette résidence pédagogique. Donc, il y a eu cette résidence, elle a donné lieu à des actions qui sont en route, comme on l'a précisé ici, d'ici à juin 2025. Parmi ces actions, il y a l'organisation de séances de découverte de nouvelles techniques. Donc, comme Marielle l'a dit, en fait, c'est vraiment du partage d'expériences, de communautés de pratique. On a eu la possibilité justement d'avoir une introduction et une mise en pratique des applications avec la fameuse méthode Scamper, qui est une méthode d'idéation permettant d'innover et d'améliorer à la fois des processus, des produits ou des services. Il y a aussi la proposition de création de 2 modules optionnels, un en première année et un en deuxième année. Également d'organiser 4 séances d'idéation accompagnées dans des cours d'enseignants qui seraient prévus d'ici décembre 2024. Il y a aussi des actions de sensibilisation des étudiants à l'occasion des projets de deuxième année et des actions de sensibilisation des enseignants par utilisation de l'idéation dans les réunions enseignants. C'est d'ailleurs quelque chose qui est un peu émergé aussi au détour de l'activité Scamper qu'on pourrait vous décrire un petit peu plus si vous le souhaitez. Voilà. Donc ça, c'est pour les actions en route d'ici à juin 2025. Et ce qui concerne les perspectives. Alors, on a ce projet et des livrables qui sont déjà un peu plus concrets en ce qui concerne la création de modules optionnels en première et en deuxième année. La perspective, c'est qu'on a dit, c'est de couvrir tout le cursus et donc de mettre en place des séquences pédagogiques pour finalement créer un module optionnel également en troisième année. Là, ce sera pour l'année académique 2025-2026. Il y a aussi cette volonté de pouvoir rendre les séquences académiques, pédagogiques adaptables selon le niveau de compétence des étudiants. Donc, au détour de ces modules optionnels, vous pourrez avoir des étudiants qui auront suivi des modules optionnels au préalable dans les premières années et qui pourront être un petit peu plus armés avec une certaine expérience. Donc, finalement, vous pourrez vous retrouver avec 2 profils d'étudiants, soit des profils étudiants d'un objectif pour des étudiants novices qui sera de vivre une séance d'idéation et d'autres qui sont un peu plus expérimentés qui auront la responsabilité finalement d'animer une séance d'idéation et d'ainsi un peu plus ancrer leurs nouvelles connaissances et compétences. Et puis dans les perspectives, il y a aussi la proposition de construction de séances d'idéation donc par les étudiants, donc en dehors finalement du cadre des modules optionnels, pour des projets de troisième année ou pour par exemple un idéaton. Donc l'organisation d'un idéaton est dans les tuyaux aussi, et l'intégration d'une formation à l'idéation pour tous les étudiants de deuxième année lors de leur projet d'études. Pour cette partie, donc sans la résidence, ce projet aurait-il été déployé? Là, je me fais le porte-parole de Marion Barthes. Oui, mais pas sous cette forme. Ça aurait pris plus de temps et ça aurait réuni beaucoup moins de participants, alors que ça en a réuni déjà que 13. Voilà ce dont on nous a fait part. Et puis pour terminer, donc, le mot de Marion Barthes, une belle surprise que la création de cette communauté d'enseignants ayant envie de transmettre le virus de l'idéation à leurs pairs. Et merci à Rythme de soutenir des actions de ce type qui permettent d'initier des projets pour démontrer la possibilité et l'intérêt d'une transformation pédagogique. Merci. Je propose, compte tenu du temps, qu'on aille jusqu'au bout des présentations et qu'on prenne les questions après. Et donc, Christine Bolouchariavali va nous présenter. Oui, pourtant j'ai révisé, mais Christine va nous présenter le projet KPC+, de l'APC au portfolio expérimentation, qui est porté par Oumani Lejar, qui est ingénieur pédagogique. Absolument, je ne suis voilà. pas Oumani. Ça va? C'est la dernière. Alors, quel était le contexte? Eh bien évidemment, vous avez beaucoup entendu parler. Micro. Ah, pardon, je pensais que je parlais assez fort. Et là? Wow. Donc, je disais donc que l'approche par compétence, c'est un petit peu la problématique de tout le monde, et bien évidemment, l'UFC a dû implémenter l'approche par compétence. Et la meilleure façon de le faire, c'était par un portfolio. Sauf que quand on s'intéresse au portfolio, on sait qu'il n'y en a pas un, mais il y en a plusieurs.
Il y a le portfolio de présentation, il y a le portfolio d'apprentissage, il y a le portfolio d'évaluation. Donc, il nous fallait un objet magique. Et donc, oui, j'ai la réponse. Nous avons l'objet magique. Bon, c'est peut-être un petit peu survendu, j'y reviendrai par la suite. Donc, l'idée, c'était effectivement de proposer aux équipes un e-portfolio qui aurait plusieurs finalités. Ça serait de présenter un environnement numérique facilitateur, parce que l'approche par compétences, c'est compliqué. On parle bien sûr de celle de Tardif, hein, comme ça a déjà été mentionné par ailleurs. Et la politique du changement, elle est toujours compliquée dans les équipes. Donc, il fallait absolument insister sur la facilité de l'outil. Ensuite, il fallait essayer de mettre en place ces fameux niveaux, sortir des notes pour arriver à l'évaluation de niveau de compétences, une fois qu'elles étaient identifiées, bien évidemment. Il fallait que ça s'adapte à des grandes cohortes, puisqu'à STAPS, par exemple, c'est des cohortes de 500, et donc tout le monde n'a pas les mêmes problématiques. Il est clair qu'on n'a pas besoin de Karuta quand on a des petites cohortes, comme dans certains masters. Enfin, ça doit être aussi un lieu d'agrégation de traces. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont les traces, c'est un élément clé dans l'approche par compétences. Ce sont tous les éléments qui vont nous permettre de construire la compétence, puisque je ne peux pas faire la démonstration que je suis compétente en tant que boulangère si je vous montre une recette de cuisine. Il faut que je vous montre une vidéo de moi en train de faire la cuisine et de faire un gâteau pour vous montrer. Donc la vidéo est une trace. Elle devient une preuve à partir du moment où c'est moi qui est authentifié sur la vidéo. Ensuite, il fallait aussi que, toujours dans le même objet, le même outil magique, il fallait aussi que les étudiants puissent réfléchir sur ce qu'ils étaient en train de faire, puisque la montée en compétences, c'est d'avoir un regard réflexif sur soi-même. Donc, inutile de dire que ce projet, c'est une résidence de compétences. Je pense que vous l'aviez saisi. Alors, sur ce projet-là, il y a beaucoup de monde qui est impliqué, une petite quarantaine de personnes avec différents types de profils. Nous avons 16 parcours ou mentions. Dans la diapositive suivante, vous aurez le détail, donc vous pourrez voir qui est impliqué. Mais je peux déjà vous dire qu'il y a 13 masters, 2 licences, un diplôme d'ingénieur, ce qui nous permet de couvrir quand même une très large palette de toutes les formations proposées par l'université. Il y a des ingénieurs du SUPFC, d'ailleurs, il y en a une belle brochette là-haut, hein, qui accompagne l'approche par compétences. Un technopédagogue, Galou, qui est là, vous avez peut-être assisté tout à l'heure à sa présentation poster. Des experts expérimentateurs avertis. Alors, c'est mon titre, hein, expérimentatrice avertie. Donc, on a refusé le titre d'expert parce que, en fait, comme j'appartiens à l'IUT, nous avons bénéficié de l'approche par compétences dès 2019. Donc, on baigne dedans depuis un petit moment, ce qui fait qu'effectivement, on savait plus de choses que les autres. Mais de là à se dire expert, on a trouvé que c'était trop. Donc, on a inventé ce titre, expérimentateur averti. Et puis, on s'est aussi entouré de personnes qui l'avaient testé véritablement, donc à l'IUT de Vesoul, où il y a le BUT Management et Logistique et Transport voulait bien se lancer dans l'expérimentation. On avait aussi des experts extérieurs. Vous connaissez peut-être Éric Giraudin, qui est chef de projet, directeur de projet pour Avenir France 2030, qui connaît très bien Karuta et le promeut. J'en parlerai dans quelques instants. Et puis Aurélie Dupré. Nous aussi, on est allé voir à Lille. Qui est-ce qui est allé voir tout à l'heure? Voilà. On est tous allés voir à Lille ce qu'il faisait. Et donc, elle est directrice de la pédagogie et de l'innovation là-bas. Plus d'autres types de partenaires. Alors là, vous avez le détail des formations qui sont... Oui, mais c'est pas fait pour lire. C'est fait pour voir qu'il y avait du monde. Donc, je pense que vous voyez... En fait, ça a été la première surprise et je pense qu'on peut déjà anticiper sur les réussites. C'est la mobilisation. Et je pense que véritablement, cette résidence, elle correspondait à, j'allais dire, à une envie, mais peut-être à une angoisse. Je ne sais pas trop. Donc, ils avaient besoin d'aide et donc, ils ont essayé de jouer le jeu. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui étaient impliquées, comme vous pouvez le voir. Il y avait du monde. Alors, on est rentré, bien évidemment, par les porteurs de licence, les porteurs de master, mais le but, c'est d'essaimer aux équipes par dissémination. C'est ça notre projet secret. Alors, quelles sont les grandes étapes? C'est un projet sur 2 ans. Nous sommes à la fin de la première année.
le but, c'était d'aller rencontrer les équipes, une par une, de voir où ils en étaient dans leur référentiel de compétences, de les aider à les construire, et surtout d'intervenir au niveau des SAE. Donc SAE, ça veut dire situation d'apprentissage et d'évaluation. Et on en a eu une belle démonstration tout à l'heure avec la première intervention, où on voyait les raquettes de neige. On essaye de créer des situations et des projets au plus près, au plus loin, au plus près de la réalité professionnelle de nos jeunes. Donc on doit réinventer des situations quand on fait l'effort de vraiment rentrer dans l'approche par compétences. On a essayé aussi de mettre en place une méthodologie de l'approche par compétences, de travailler avec les équipes sur la scénarisation, sur la démarche portfolio. Alors là, on n'a pas mis de S, mais on aurait pu mettre un S sur les démarches portfolio. Et puis de mettre en place Karuta, qui est un objet qui synthétise tout ce qu'on voulait, c'est-à-dire un lieu où on peut évaluer par compétences, où on peut laisser des traces réflexives, où on peut présenter ce que l'on a fait de meilleur. Alors, on a fait déjà deux rétextes, 2 retours d'expérience, et ça nous a permis de mesurer que c'était difficile à mettre en place. J'anticipe un petit peu sur les difficultés, pour plein de raisons que vous devinez déjà. Mais nous restons motivés et forts pour la 2e année qui commence très bientôt, puisqu'il s'agit cette fois-ci de mettre en place véritablement l'outil. Et là, je me tourne, enfin c'est une expression parce qu'il est juste en face de moi, je me tourne vers Galou, puisque c'est lui qui est chargé de mettre en place, d'implémenter Karuta. Et c'est compliqué parce que c'est un objet technique difficile. Il travaille étroitement avec la DSI et on lève un par un, je ne crois pas trahir ta pensée, les obstacles. Et c'est une vraie course d'obstacles. Donc là, les complexités, elles sont nombreuses, comme vous l'avez comprise, notamment le poids des cohortes, la complexité technique, entre autres. On a commencé à livrer quelques livrables, notamment sur la démarche portfolio, et dans cette 2e année, on va aller un petit peu plus loin en créant carrément des guides d'utilisation, puisque vous l'avez compris, le but, c'est de faire tache d'huile dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de se répandre de façon uniforme, calme et douce. Et là aussi, j'anticipe un petit peu sur à quoi servent ces résidences. Ces résidences, elles servent à introduire de la douceur et de la fluidité dans les projets, dans la mise en place des projets. Véritablement, c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Le but à terme, c'est que ce portfolio, ce e-portfolio KPC+, il soit reversé dans un portfolio national qui s'appellerait CoFolio. Et puis donc de déployer à toutes les formations qui le souhaitent. Vous êtes bien sûr tous les bienvenus. Les difficultés, j'en ai déjà parlé. Je commence par le négatif pour aller, je l'espère, vers le positif. Il y avait énormément de difficultés qui ont été levées. La première, ça a été, on a pris du retard, on a pris 4 mois déjà de retard dans le lancement du projet, parce que toutes les équipes, elles n'étaient pas formées à l'approche par compétences pour intervenir directement. Ensuite, on s'est aperçu de la très grande disparité des référentiels de compétences. Par exemple, quand on est allé rencontrer Christophe Refait, que je vois là, de l'INSPE, on s'est aperçu qu'ils avaient leur propre référentiel. Et donc, il faut s'adapter à chaque situation. C'était, de mon point de vue d'expérimentatrice avertie, très intéressant d'aller rencontrer le master de lettres classiques, d'aller voir l'équipe de STAPS et de découvrir des univers que moi, je ne soupçonnais pas. Alors du coup, une des réussites pour moi, c'était de découvrir ces univers. Et je pense que c'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à faire plus le lien qu'aujourd'hui, ainsi qu'on est en train de le faire. Bien évidemment, très grande hétérogénéité dans l'avancement de l'approche par compétences. Il y en a qui étaient extrêmement au point et puis d'autres qui ne savaient pas ce que voulait dire SAE. Donc, vous vous rendez bien compte que c'était difficile. Ça a déjà été dit, mais je le redis aussi, le cadre est en cours d'élaboration. Et là, je me tourne vers Laurence, puisque ce n'est pas facile aussi de répondre à toutes les questions de l'approche par compétences. Elles ne sont pas encore figées, elles sont encore en construction. Alors, rassurez-vous, il y avait quand même des belles réussites. C'est d'abord l'engouement, puisque vous avez vu que toutes les formations ou presque sont représentées. C'était du service, et je reprends et je vole l'expression à Karine qui ne m'en voudra pas, je l'espère, c'était de la haute couture. Nous sommes allés sur place, nous avons répondu en présentiel à la demande. Donc, au départ, le format, c'était 1 heure, puis 1 heure et demie, puis 2 heures. Puis au bout de 2 heures et demie, on a dit, là, il faut
qu'on arrête. Et on répondait à la demande. C'est-à-dire que quand on était sollicité, on venait à 1, à 2 ou à 3. Et en fonction de nos compétences multiples, on était avec Philippe Aubeuf de l'IUT de Vesoul et puis aussi Lucie Clément, ingénieure pédagogique. On pouvait, avec notre triple regard, répondre véritablement à ce qu'ils voulaient. Et puis une autre réussite, eh bien, c'est que la fonction descendante qu'on avait pressenti est en train de fonctionner, c'est-à-dire que les équipes s'intéressent à ce qui se passe et ont envie de savoir ce que c'est que cette fameuse approche par compétences. Donc un indicateur à travers ce tableau bleu que vous lisez plus ou moins, vous comprenez quand même qu'il y a une flèche qui va vers le haut, hein, restons positifs, qu'il y a différents niveaux, 5 niveaux, et que là, on estime qu'on en est à la bonne moitié. Et comme on est à la moitié de notre projet, on est véritablement dans les temps. On a rattrapé notre retard. Et là, on va véritablement rentrer dans le dur, c'est-à-dire l'installation de Karuta et son application avec des classes et des formations tests. Les perspectives, vous l'avez compris, c'est de systématiser un petit peu ce qu'on a fait de façon expérimentale en cours de cette première année, de formaliser la boîte à outils ou alors ce qui pouvait faciliter la jonction entre tout le monde. Notamment, on s'est aperçu qu'on ne parlait pas la même langue. On a mis beaucoup de temps à se comprendre les uns les autres, et je ne parle pas de l'australien, que j'imagine très proche de l'anglais. On parle véritablement la langue de l'APC s'apprend. Il y a un temps d'adaptation. L'idée, ça serait peut-être de développer Karuta dans le sein des buts, qui sont déjà très en avance sur l'approche par compétences. Et puis, comme nous sommes en bêta-testeur, de faire remonter au national tout ce que l'on peut améliorer dans l'outil. La dissémination, comme vous l'avez compris, ça sera à 2 niveaux. Au niveau des équipes qui sont déjà engagées et au niveau les équipes de but, si on y parvient. Tout ça... Cela aurait été certainement possible sans l'apport de rythme, mais ça aurait été plus difficile, plus long, plus laborieux. Donc c'est comme ça que je conçois, et j'espère répondre à la question, c'est un facilitateur. C'est un très grand confort, enfin, de travailler dans ces conditions-là. Et comme je vous l'ai dit, ce n'était pas moi qui étais la porteuse de ce projet, mais Oumami. Donc j'ai mis in extenso le texte qu'elle a envoyé, mais j'ai surligné en bleu véritablement ce qu'elle voulait mettre en œuvre. C'est que l'approche par compétences, ça demande beaucoup d'exigences, et cette expérimentation qu'elle a voulu et porter permettra d'outiller le déploiement APC de l'établissement et de démystifier la transformation pédagogique, serpent de mer de l'enseignement supérieur depuis près de 10 ans. Avez-vous des questions? Oui. Est-ce que durée de vie de quelque chose qui a été déposé sur Karuta par un étudiant? Est-ce que 10 ans plus tard, il va pouvoir toujours retrouver ce qu'il veut avec des flux étudiants dans l'université? Alors ça, c'est une des nombreuses problématiques. Il faut acheter des serveurs. Il faut des serveurs, si possible, localisés en France, ou en tout cas dans un pays ami. Et cette question n'est pas encore réglée. Donc il y aura, je crois que Galou, c'est sur 2 ou 3 ans, c'est sûr qu'on peut garder les traces, ça c'est certain. Sur 10 ans, je ne sais pas. Le but, en fait, c'est de se réapproprier son portfolio qui, normalement, est censé vivre sur une vie. Dans l'idéal, c'est ça. Hein. Le portfolio, c'est de l'enfant jusqu'à la formation tout au long de la vie. Pour l'instant, ce n'est pas encore résolu. J'ai dit que c'est un objet magique. Hein. Il faut bien retenir magique. Ça va venir. Est-ce que vous avez d'autres interrogations? Oui. Oui, alors on a une démonstration au 2e rétexte. Donc c'est Fabrice Bouquet qui a essayé dans le département informatique d'implémenter. On commence à voir ce à quoi ça ressemble. Ça ressemble... Alors d'abord, il faut rentrer le référentiel de compétences. Ça, c'est le travail de Galou. Et une fois qu'il est fait, il faut le renseigner. Et ça génère des jauges. C'est bien ça, hein, Galou. Hein, ça génère des jauges. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce qu'il y a des questions aussi sur les 2 dernières présentations, puisqu'on n'a pas...
Il nous reste 1 minute. C'est plus une remarque qu'une question. L'Université de Paris 15 a fait une étude qui est assez récente, dont les derniers résultats sont sortis il y a peu de temps. Un groupe contrôle est testé sur de la créativité, de l'idéation, c'est ça, de la créativité, ils font rien et ils refont un examen. On voit les groupes contrôle. Un autre groupe joue, donc le premier test joue et on vérifie. Pas de changement. Et par contre, un troisième groupe a des jeux de créativité, donc spécifiquement créatifs. Et là, on voit 30 à 40% d'amélioration de la créativité. Alors, c'est quelque chose qu'on sentait intellectuellement, mais ça montre que plus on fait de l'idéation, plus on s'améliore dans l'idéation. Donc, il y a matière à faire de l'idéation, parce que ça nous amène à être plus performants dans le sujet. Quand vous dites jouer, ça veut dire quoi exactement? Alors, il y a différents types de jeux. Il y a des jeux qui sont spécifiquement dédiés, qui sont susceptibles d'apporter un développement de la créativité en jouant. Moi, un jeu comme Imagine, Dixit ou Feelings, qui font preuve de l'imagination. Ce sont des jeux qui développent l'imagination, qui développent la créativité. Et il y a d'autres jeux qui ont d'autres compétences à apporter en jouant, mais qui, entre guillemets, ce n'est pas jouer qui améliore la créativité. C'est jouer à des jeux créatifs. Mais jouer quand même. Donc il y a quand même la composante peut-être ludification qui rentre. L'étude qui a été faite par Paris 15, c'est sur la matière ludique. Et il faut faire jouer à certains jeux particuliers. D'accord, oui. Si on lit certains livres, peut-être que ça va améliorer. Et ils ont étudié là, la matière, c'était le jeu, et les jeux qui étaient sur le domaine de la créativité. D'autres questions? Donc, je pense qu'on va pouvoir conclure. Non? Oui, tu veux? Moi aussi, je veux. Finalement, c'est habituel aussi qu'on ait fait évoluer ces résidences. Oui, c'est vrai. C'est ce que je voulais dire. Je voulais conclure sur l'évolution des résidences. Non, mais c'est très bien, vous avez compris. Non, c'est pas à retirer. C'est en effet une évolution qui, en tous les cas, a permis une appropriation croissante du dispositif et de mettre en place des dispositifs et de faire évoluer, et ceci dans la plupart, quasiment l'ensemble des établissements concernés par rythme. Donc, et il me semble aussi, les discussions l'ont relevé, et peut-être quelque chose qu'on n'avait pas pensé au départ et que je n'ai pas dit dans l'évolution, c'est le rôle des ingénieurs pédagogiques qui apparaît comme essentiel, et on voit bien dans tous les projets l'imbrégation entre les équipes pédagogiques, les enseignants et les ingénieurs pédagogiques. Et ça, je pense que c'est fondamental pour continuer à avancer sur nos problématiques. Donc voilà, La liste des projets des résidences pédagogiques soutenues par Rythme imprimé est arrivée grâce à la formidable Alice, et vous pourrez les trouver dans la pochette verte au premier rang, si vous voulez avoir un exemplaire de toutes les résidences soutenues, en dehors de la pochette verte maintenant.